Bonsoir, chers survivants. Mon nom est Clément Dufour, nous sommes le 17 mars 2024 et l'heure est grave. Dans les dernières années, un virus a évolué pour contaminer ce que la culture nous a appris à appeler zombies. Alors qu'il est, nous, à Canal CSTJ, essayons de maintenir notre diffusion pour vous garder informés et prêts pour la suite. Pour rappel, et pour ceux qui ont toujours un téléviseur fonctionnel à la maison, les vaccins contre le COVID-19 ont affecté les personnes qui étaient atteintes par la rage du papier toilette et les a réduits à l'état de bêtes que l'on considère maintenant comme des zombies. Des extraits déchirants vont suivre. On ne croirait pas que les rues deviendraient plus désertes que lors du confinement de 2020, et pourtant nous y sommes. Et avec raison, car ce fléau a un taux de transmission qui tient du jamais vu. Il est déconseillé de boire, de manger ou même de respirer dehors sans protections adéquates. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que même en l'absence de ces créatures, le virus reste là, invisible mais hautement transmissible. Il est 20h20, les institutions sont sans dessus-dessous, les gouvernements sont révolus, mais surtout, les forces de l'ordre ne répondent plus à la demande. Alors aujourd'hui, à notre émission, nous recevrons deux chroniqueurs qui viendront nous parler pour vous épauler pendant votre survie. On va passer à une petite pause pub. On est parti. Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre petit compagnon à poil voulait vous dire? Moi aussi. Nous vous introduisons le miauleux. Comprenez votre compagnon mieux que jamais. C'est quoi que tu veux, mon chat? Donne-moi des croquettes. Es-tu sûr? Achetez le miauleux pour 11 versements de 38$ seulement. Grâce au miauleux, je comprends mieux ce que mon frère veut. Je peux utiliser ton ordinateur. Hey! T'es tanné de dormir dans un lit seul, plate et sans fonction? Ouais, on a la solution pour toi. Avec le matelas pas solitaire, tu te sentiras plus jamais seul. Check comment je suis bien avec mon massage. Oh, pour repartir le massage, t'as juste à mettre la banane drette là. Et voilà, le tour est joué et je peux aller me coucher. C'est fou, j'ai l'impression que ma femme est revenue. Nous revoilà en studio. Aujourd'hui, nous recevrons le fameux survivaliste Elliot Govreau. Elliot Govreau, c'est le premier survivaliste, c'est la personne qui parlait de survie, qui éduquait les gens qui étaient intéressés par ça. Et aujourd'hui, c'est le leader mondial de ce mouvement. On reçoit Elliot. Bonjour Elliot. Bonjour Clément. Comment ça va? Écoute, ça va pas super, je te dirais. J'aurais préféré ne jamais devoir venir ici. Mais que veux-tu? Le mal est fait et je suis venu ici pour protéger. Je comprends ça. Donc, dévoile-nous tous tes secrets. Oui. Comme vous le savez déjà, depuis quelques mois, le virus se propage. On est déjà près de 30% de la population mondiale qui est affectée par le virus. C'est horrible. Notre réalité est bouleversée et notre société aussi. Les gens meurent à une vitesse fulgurante. Et moi, personnellement, je parle de cela depuis le bug des années 2000. Je me prépare à la survie. Je suis préparé. Les gens rient de moi et regardez, aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre comment survivre. Vous êtes un visionnaire, finalement. On peut dire ça comme ça un peu. En tout cas, j'essaie de me préparer en avance. Donc, je suis venu vous faire un petit guide de survie. La première chose à faire va être d'élaborer un plan. Il est important de se mettre en sécurité, de se préparer aux éventualités. On veut prévoir, vous avez du stock pour combien de temps? Qu'est-ce que vous avez de besoin? Est-ce que vous avez des rations pour assez survivre? Quel est le niveau de danger dans votre environnement? Est-ce que vous avez besoin de bouger et où est-ce que vous allez bouger? Ce sont toutes des choses très importantes. Donc, auriez-vous finalement une petite liste des choses les plus importantes à faire? La première chose va être d'accepter la nouvelle réalité. Le monde a changé, notre réalité a totalement changé et il n'y a plus de retour en arrière, en tout cas pas d'ici peu. Il est important d'accepter. Les gens meurent réellement. La menace est réelle et vous pouvez réellement mourir sans même vous en rendre compte
avec la propagation que ce virus a. L'autonomie va faire votre survie. Votre survie va vraiment dépendre de à quel point vous êtes autonome et à quel point vous vous préparez. Il y a une perte de repères, on n'a plus de pompiers pour nous aider, les policiers pour nous protéger, les ambulanciers pour nous aider. Nous sommes délaissés à nous-mêmes. Donc, c'est super important. C'est pour ça qu'on se prépare aujourd'hui. Exactement. Excellent. Justement, auriez-vous un truc pour différencier les infectés des survivants? Oui. Malgré leur apparence familière, gentille et mignonne, les zombies sont méchants. Ils sont là pour vous attaquer. Vous voyez directement, il y a quelque chose dans l'aura du zombie qui se remarque directement. Il y a une perte d'humanité et ils sont agressifs. Alors si la menace est devant vous, il ne faut pas hésiter à exterminer la menace. Je comprends. Ouais. Ensuite, je vais passer à mes essentiels, les choses qui sont très importantes à se procurer. Premièrement, l'eau et la nourriture. Il va être très important d'avoir un maximum d'eau et de nourriture pour pouvoir être constamment en forme. Vous ne savez pas c'est quand la prochaine fois que vous allez avoir besoin de se lever. Donc, il faut pouvoir être prêt à toute éventualité. Mon conseil numéro 1 serait des rations de survie comme ça. C'est petit, ça se transporte super bien et c'est très, 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 très nourrissant. C'est vraiment incroyable, surtout pour les gens qui se déplacent beaucoup, qui ne veulent pas rester à un endroit fixe. C'est incroyable. Cependant, c'est très difficile de se procurer de la nourriture pendant cette apocalypse. Beaucoup de places ont déjà été pillées par les quelques survivants ou une trop grande présence d'infectés dans les lieux, ce qui rend le lieu trop dangereux à avoir accès. Donc, on peut se contenter de n'importe quelle nourriture. Le but, c'est de survivre. Pareil pour l'eau. Tant qu'elle est saine, parce que c'est difficile pour moi d'en parler, mais il y a 2 mois, moi, ma soeur a mangé de la nourriture qui était infectée. Puis depuis, on l'a perdue, on n'a pas su la ramener. C'est horrible, mais comme vous le savez, les gens sont mal informés. C'est pour ça que si vous avez besoin, je vous invite à lire mon petit guide de survie que j'ai fait. Il peut en rester dans les renombrés abandonnés qu'il y a. Mais c'est vraiment super, ça va vous expliquer, si vous avez la mémoire courte, tout ce que je vais dire aujourd'hui se retrouve là-dedans. C'est quoi son titre? Phoenix. Le guide de Donc survie ensuite, Phoenix. pour le deuxième plan va être les soins. D'habitude, avec les soins infirmiers d'habitude, on a besoin juste des premiers soins. Parce que là, il n'y a plus personne pour venir vous aider. Donc on a besoin de cette grosse madame-là. Celle-ci est remplie, elle a plein de choses. Ça va vous permettre de faire le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième soin. Une quantité astronomique de choses, on peut sauver plusieurs vies. Incroyable. Excellent. Donc, finalement, c'est tout le temps qu'on avait avec vous aujourd'hui, Elliot. Mais je vous dis un énorme merci. Donc, on va passer maintenant à une interview de l'Escaparium. Bonjour, ici Elliot du Cégep de Saint-Jérôme en profil cinéma. On est aujourd'hui avec Alexandre. Alexandre, pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, dans le fond, comme on disait, je m'appelle Alexandre Deguire. Je travaille ici chez Escaparium, qui est une compagnie de jeux d'évasion 100% québécoise. Escaparium va fêter ses 10 ans. Ça a été créé par le propriétaire et sa femme, Jonathan Driscoll et Sacha Saint-Denis. Et ça a commencé par un petit projet à Laval qui a commencé à donner 3 petits jeux. Dans le fond, notre inspiration, on se base beaucoup sur les autres compagnies. Par exemple, tous les gérants et les personnes qui sont dans la conception, on va toujours faire des jeux partout dans le monde, pas juste au Québec. On en fait en France, on en fait en Italie, en Grèce, en Espagne. Sinon, à chaque année, au mois de novembre, on va à une convention de parc d'attractions qui s'appelle IAAPA. C'est en Floride, à Orlando. On va là-bas, puis on voit toutes les props. Des fois, tu peux avoir un gros T-Rex de 15 pieds de haut. Des fois, tu peux avoir, je sais pas, une glissade d'eau, etc. On regarde ça, puis on fait, on pourrait utiliser ça dans un jeu d'évasion. Sinon, pendant qu'on est à Orlando, on en profite pour aller à Disneyland. Disneyland, dans le fond, on y va, oui, c'est le fun, mais aussi on observe, par exemple, les animatroniques, comment ils fonctionnent. Par exemple, l'animatronique de Olaf dans le manège de Frozen, c'est juste un bout de métal qui est dedans, qui fait juste spinner sur un truc. C'est tout simple, mais l'effet que ça fait, c'est vraiment cool. C'est comme ça qu'on guette l'inspiration de qu'est-ce qu'on fait dans nos jeux et quelle thématique qu'on aimerait utiliser pour un jeu. Donc, Alexandre, j'ai vu que vous avez vraiment des décors époustouflants dans la grande majorité de vos jeux. Comment ça marche, la conception de ces décors-là? Dans le fond, pour nos plus petits jeux, la plupart des décors, il y en a beaucoup qui sont achetés par des compagnies extérieures ou par des contracteurs.
Mais pour ce qui est de nos plus grands jeux comme 75 minutes et plus, on a toute une équipe de conception, une équipe d'art plastique, du monde qui sont formés charpenterie, menuiserie, en peinture, en sculpture, etc. On fait presque tous nos décors 100% par nous-mêmes. On a aussi plusieurs imprimantes 3D, des imprimantes à la résine. On a une machine qui carve du bois au laser. Ça fait plein de fumée, c'est super beau à voir. Presque tous nos décors sont faits 100% par nous-mêmes, sur place. Tout est original. Il y a de l'avoir beaucoup de travail derrière tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire à peu près, ça prend combien de temps en moyenne pour réaliser un jeu? Du début de commence à y penser à un jeu qui peut être réalisé, ça peut prendre 2 ans et demi. Mais tout ce qui est niveau conception, penser à quel genre d'énigme qu'on veut faire, le scénario, le script, ça prend, dépendant de à quel point on a de l'inspiration, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Mais pour ce qui est de la construction, dans le fond, tout créer les props, les peinturer, les installer, mettre les lumières au plafond, etc., ça peut prendre 1 an et demi. Alors, du début, from scratch, jusqu'à ce que le jeu soit réalisé, ça peut prendre 2 ans et demi. Vous avez récemment créé plusieurs jeux d'évasion qui sont dans le top 100 des meilleurs jeux au monde, dont le Cirque Magnifico, qui est premier mondial. Comment on attribue ce titre-là? En gros, le titre de premier mondial ainsi que le top 100 mondial est fait par une association qui s'appelle TERPK. En anglais, ça veut dire Top Escape Room Project and Enthusiast Choice Award. On peut basically dire que c'est les Oscars des jeux d'évasion. La manière que c'est attribué, c'est par des voteurs. Pour être un voteur de TERPK, il faut avoir un background d'avoir joué au moins une centaine de jeux d'évasion et être vouché, être backé par quelqu'un qui est un voteur TERPK. Donc, ça ne peut pas être n'importe qui peut juste voter puis mettre son jeu préféré numéro 1. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps, Alexandre. Ça fait un plaisir d'en apprendre plus sur votre compagnie. Je vous remercie beaucoup d'être venu, Elias. Ça me fait vraiment un vrai plaisir de vous avoir ici dans mon domaine. Alors, merci à notre reporter qui a bravé l'apocalypse pour nous ramener ce témoignage fort utile. Merci beaucoup à l'interviewé, M. Deguire. Mais on passe tout de suite à la chronique. Alors, comme deuxième chronique, on reçoit un coach qui est spécialisé en activité physique en milieu restreint parce que tout le monde le sait, c'est super important d'être préparé physiquement pendant une apocalypse zombie. Ça augmente drastiquement nos chances de survie. Alors aujourd'hui, on reçoit le coach Nantel. Bonjour, salut coach! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous? Oui, écoutez, comme que vous venez de dire, l'activité physique, là, c'est quelque chose d'important. On parle d'un minimum de 60 minutes par jour qu'on doit s'exercer. Donc, on doit bouger, peu importe que ce soit avec une famille, avec nous-mêmes ou peu importe. Question de garder la rigueur qu'on avait à la surface. Mm-hmm. Donc, pourquoi on ferait du sport, coach? Premièrement, on ferait du sport pour rester en forme physique, donc pour éviter les maladies chroniques, donc notamment les maladies du cœur, des problèmes avec notre cholestérol. On peut parler aussi de problèmes avec, on peut parler de diabète, on peut parler même d'obésité. C'est des choses qui vont s'éviter facilement si on fait de l'activité physique en tant que telle. Donc finalement, vous nous conseillez de bouger, peu importe la situation dans laquelle on se trouve? Peu importe la situation, peu importe où est-ce qu'on se retrouve en tant que tel, je vous conseille de tout le temps bouger et puis de rester actif. Mm-hmm. Donc au point de vue physique, ça, c'est clair. Il y a des avantages, tout le monde le sait. Mais au niveau mental, est-ce qu'on en a d'autres auxquels on pourrait pas penser en première vue? Exactement. Au niveau mental, on parle énormément de choses qu'on va éviter aussi puis qu'on va amplifier. Notamment, le stress va diminuer. Les problèmes d'estime de soi vont diminuer aussi, mais on va faire augmenter notre efficacité au niveau du sommeil, au niveau des relations avec nos pairs aussi, ce qui est très important si on est pris dans un petit bunker. Mm-hmm. Donc, globalement, il n'y a que du positif? Que du positif. Auriez-vous un entraînement déjà fait que vous pourriez nous partager? Oui, en fait, je vais vous partager mon propre entraînement. Donc, ça commence tout le temps avec du petit échauffement avec mon trusty barbell. Après ça, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est prendre nos petits exerceurs pour les mains. Très important de se réchauffer les mains et puis d'avoir des doigts qui sont forts. Question de que si jamais on doit prendre la tête d'un zombie et qu'on doit venir lui écraser les yeux exactement, on doit avoir des pouces qui sont forts, mais notamment aussi, c'est pour prendre nos armes. Je vais vous les présenter. La première que j'utilise, là, c'est Dig Dig. Dig Dig, on doit utiliser les poignets pour donner des gros coups, donc que ce soit à la tête, que ce soit au torse, qu'on veut vraiment rentrer l'arme en tant que telle dans le zombie. Après ça, le deuxième que j'utilise, c'est petit Kevin. Kevin qui est notamment une boule avec des clous au bout.
Ça, souvent, je vais utiliser un grand mouvement et puis d'un bout forme, je vais venir Bam. taper. Après ça aussi, les muscles qu'on doit utiliser avec ça, notamment, c'est les pectoraux, on peut utiliser les lats, on va utiliser aussi beaucoup les abdos, question d'avoir une certaine stabilité. Donc ça, tu nous la conseilles particulièrement, le petit Kevin, parce que ça vient chercher toutes les grandes zones musculaires du corps. Exactement. En fait, moi, quand que je vais me battre contre des zombies à l'extérieur, c'est mon entraînement personnel, c'est qu'est-ce qui fait forcer mon corps. Donc, on n'a pas besoin d'aller perdre du temps dans un gym. Fabuleux. Après ça, j'ai le petit Jérémy ici, petite arme, un petit couteau, vraiment efficace. Là, on va parler d'avoir les... Pardon, on va parler d'avoir les... Le poignet engagé. Le poignet très engagé, le poignet très lousse un peu parce qu'on veut venir pouvoir taper, on veut pouvoir venir percer le cœur. Après ça, une de mes préférées, la petite Mathilda, le bon petit battant en métal, une arme trusty qu'on peut tout le temps se fier à si jamais on a besoin de frapper quelque chose vraiment fort. Mais mon préféré, et non le dernier, c'est Dwayne. Dwayne qui est mon épée de 7 mètres que je prends quand que je veux frapper énormément de zombies en métal. Donc, je viens de prendre et je viens de donner un gros coup sec. Ça va venir enlever la tête de tous les zombies d'un coup. Donc, une arme qui est très efficace, mais qui demande un corps qui est très engagé et très en forme. Donc on pourrait commencer avec les plus petites armes, puis finir par le grand Dwayne. Exactement. Finir par le grand Dwayne. Donc, un entraînement qui est très complet, qui va venir nous aider à rester en forme plus longtemps. Et puis, au final, être autonome au niveau de notre propre autodéfense plus longtemps au travers de notre vie. Excellent. Auriez-vous un mot de la fin? Mot de la fin, tout le temps rester bien armé, bien protégé et bien en forme. Fabuleux. Donc, merci beaucoup pour ces explications. On espère que vous, chers spectateurs, avez apprécié autant que moi. Et maintenant, on va passer à une interview de notre fournisseur de micros, les micros AJF. Donc bonjour, on est avec Jean-François Dubé aujourd'hui, collectionneur de micros. Ça va bien, Jean-François? Ça va très bien. Excellent. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à collectionner les microphones? Je commençais déjà plus jeune à faire de la disco mobile, des affaires dans ce genre-là. Puis, il y a des gens qui m'ont donné des microphones. Ça a commencé par 2-3 microphones. Puis là, j'ai commencé la collection de cette façon-là. Puis, en travaillant dans le monde de la sonorisation, des spectacles et tout ça, j'ai eu à en acheter plusieurs. Et puis, quand eBay est arrivé, bien évidemment, il y avait comme un gros magasin. Fait que j'en ai acheté beaucoup. Vous trouvez toujours vos pièces sur eBay ou il y a d'autres façons que vous trouvez vos pièces? Il y a d'autres façons dans les encans. Puis c'est beaucoup aussi sur la demande au niveau des films. Souvent, j'ai des demandes de microphones, puis ils ont besoin d'avoir tel modèle, tout le kit. Fait que moi, je l'achète. La particularité de votre collection à vous, c'est vraiment que vous les louez. La collection, la plupart est fonctionnelle. C'est utilisé sur des films souvent? Près de 2 films par année depuis 3-4 ans là, que ça va vraiment marcher très bien. Il y a des films plus gros qui demandent beaucoup d'équipement. Des fois, même, j'en envoie aux États-Unis parce qu'ils ont besoin de refaire une take sur le film puis toute la kit là. Je fais ça aussi. Okay. Sur quel film avez-vous travaillé avec vos micros, justement? Le premier, c'est La Bolduc. Après ça, il y a eu Une femme d'exception. Il y a Mayday, que j'ai pas encore de retour d'image, mettons, puis tout ça. Un film qui s'appelle Le Train. C'est quoi la pièce qui est le plus souvent utilisée au cinéma? Il doit certainement avoir des micros qui sont vraiment utilisés plus que d'autres. Ce qu'on voit habituellement, c'est le show 55, que Elvis a chanté devant ça. On le voit vraiment souvent. Sinon, c'est vraiment spécifique au film. Ils ont besoin de tel modèle. Puis souvent, ils ont des photos avec les microphones, mais les accessoiristes, ils ne savent pas c'est quel modèle. Moi, je fais la recherche pour ça. Donc, vous avez vraiment un souci du détail, de trouver exactement la bonne pièce, la bonne façon. Je vais donner un exemple. C'est un microphone qui a été fait, qui s'appelle un Western Electric. Il a été fait en 1928, mais il a été mis en marché en 1931. J'ai un document qui dit ça. Fait que quelqu'un qui veut avoir ce microphone-là, puis qui le met en 28, il n'est pas à bonne place, là.
Il est juste là à partir de 1931. Il y a des détails comme ça. Ça, avec la recherche que je fais, puis avec les documents que j'ai, ben, je peux arriver avec les gens en cinéma, dire non, tu peux pas mettre ça là, c'est pas la bonne affaire. Là. Donc, combien de micros vous avez en tout? Plus que 200. Des micros des années. Le plus vieux, c'est 1914. Puis j'en ai plusieurs dans ces années-là. Puis le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est le fun d'avoir ça, de s'en servir, puis de faire en sorte que les gens puissent voir ça dans des films. Je trouve ça vraiment le fun. Là. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres collectionneurs comme vous de micros qui louent leur micro pour la télévision? J'en connais pas au Québec, même pas au Canada, là, mais sur le net, on voit des Américains qui en ont quand même pas mal. Merci beaucoup, Jean-François. C'était très enrichissant. Un grand merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Et oui, c'est déjà la fin. Le mot d'ordre, ce serait de rester calme et informé. Et on m'annonce qu'on a des zombies aux portes de notre studio. Félix, Coach Nantel, on va avoir besoin de vous. C'est bon, je m'en occupe! Alors, merci énormément. Ça fait un peu plaisir. C'est la fin, mais on en parle.